Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Karen Méran. Bonsoir Karen. Bonsoir Nathalie, moi aussi je suis ravie d'être ici ce soir. Alors je vous reçois pour votre dernier roman qui s'appelle Cornichon Thérapie, le voilà qui est paru le 5 mai dernier aux éditions Erol, et aussi pour un livre, votre précédent livre, alors je vais le montrer en grand format, mais je montrerai tout à l'heure la couverture, qui va paraître le 22 juin aux éditions J'ai lu, qui s'appelle Mon cœur serré comme une sardine. Donc il paraîtra le 22 juin aux éditions J'ai lu. Avant qu'on commence à parler de vos livres, je vais rappeler à nos amis spectateurs qui peuvent vous poser des questions pendant qu'on est en train de discuter. Pour ça, ils peuvent utiliser l'onglet Discuter ou un commentaire sous la vidéo s'ils passent par Facebook. Alors, moi, je ne vous connaissais pas, Karen, et j'ai eu une agréable surprise à la lecture de ces deux romans où j'ai envie de dire, on a l'impression que ce sont deux romans différents, mais il y a des ponts entre ces romans. Est-ce que j'ai vu juste ou pas? Euh, je ne sais pas, certainement, inconsciemment, il y a des ponts, mais c'est vrai que les intentions et les inspirations étaient assez différentes pour les deux, puisque Mon cœur serré comme une sardine, c'est sur un fond historique avec une base, on va dire, une inspiration assez personnelle. Alors que Cornichon Thérapie, c'est pour le coup pas du tout autobiographique, c'est plus une histoire complètement imaginée. Euh, voilà, donc qui ne se base pas sur, en tout cas, une histoire que Moi, j'ai. mes deux ponts, ça serait famille et différence. Ah, intéressant, très intéressant. Alors, on va commencer par cornichon thérapie. Ouais, oui, on va commencer par cornichon D'accord, thérapie. très bien. Je vais vous demander de nous donner les grandes lignes sans trop Oui, divulguer parce qu'il y a plein de choses avec une fin ouais. très surprenante. Donc, on n'est pas là Mhm. pour divulguer, mais pour que, mesdames et messieurs, vous alliez en librairie acheter ce roman. Donc, en même pas une minute, les grandes lignes. Comment vous le D'accord. voyez? Alors, c'est l'histoire d'une femme de 51 ans qui s'appelle Jeannette, qui est déprimée depuis que ses enfants ont quitté la maison. Donc, ses enfants sont devenus grands, ont quitté la maison, et qui est malheureuse au bureau parce elle a un responsable hiérarchique qui lui fait un peu la misère. Et voilà, elle est très déprimée. Et un matin, elle arrive au bureau et elle trouve sur son ordinateur, sur son clavier d'ordinateur, une petite carte. Un mystérieux génie de bureau lui propose d'exaucer 3 vœux. Voilà. Donc au début, elle pense que c'est une plaisanterie, même une caméra cachée. Elle pense que quelqu'un cherche vraiment à lui faire une plaisanterie. Et puis comme elle est malheureuse, elle se dit bon, bah tiens, pourquoi pas. Et elle se laisse prendre au jeu. C'est tout. Bien. Je ne dis rien Vous de coupez plus. bien. Vous coupez bien. Est-ce que vous auriez rêvé, parce que vous venez du monde de l'entreprise, je pense que est-ce que vous auriez rêvé un jour d'avoir sur votre bureau une petite carte du génie de l'entreprise, ça je trouve ça génial, euh, exaucer 3 vœux. Est-ce que vous auriez Alors, rêvé avoir ça? alors ça, c'est vrai. Alors, autant c'est pas autobiographique, autant c'est vrai que dedans, il y a pas mal de, on va dire, de fantaisie que j'ai imaginé par rapport à ma propre vie de bureau. C'est vrai que moi, j'ai une vie de bureau, tout ce qui est de plus classique. D'ailleurs, c'est métro. Je commence par le métro, mail, réunion, cantine, mail, réunion et remétro. Et c'est vrai que j'aime bien le fait, enfin, j'imagine souvent de me dire comment je pourrais émerveiller une journée. Enfin, qu'est-ce qui pourrait se passer dans une journée pour qu'elle devienne, une journée ordinaire devienne extraordinaire. Et donc, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais là, surtout quand je suis en réunion, d'ailleurs. Mais voilà, là, si on te demandait d'exaucer 3 de tes vœux, là, qu'est-ce que tu choisirais? Donc voilà, je me suis souvent posé la question. Et donc, ça m'a donné l'idée de cette histoire. Mais c'est un bon vivier comme la famille, et tout comme la famille. Alors le premier, là, mon cœur serré Oui, comme une sardine, le vivier, c'est la famille. Bon, oui, là aussi, c'est le vivier, c'est la famille. Mais l'entreprise, c'est vraiment ouais. le lieu où il peut se passer mille choses. Alors, vous avez pris le prisme de l'humour pour traiter, moi, je trouve, des sujets très importants. Parce que, Mhm. sous couvert aussi d'un titre, on y reviendra après, Cornichon Thérapie, on se dit, oh, ça va être un feel-good books, mais attention, parce qu'on met toujours mauvais mots sur des choses, Mhm. parce que vous allez aborder quand même l'usure du couple, Mhm. pas si fun que ça comme Mhm. sujet. Mhm. Le fait qu'on n'ait pas confiance en soi,
Mhm. l'affirmation de soi, j'ai envie de dire. Après, le fait que les enfants s'en aillent, bon, ça c'est une suite logique. Mhm. Il y a un peu de développement personnel aussi, et il y a beaucoup de psychologie quand même et de profondeur dans votre roman. Ah bah merci, merci déjà pour tout ça. Alors c'est marrant parce que donc depuis que le livre est sorti, effectivement, on me dit, enfin, dans les commentaires notamment que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de développement personnel qu'on associe à ça. Alors je n'ai pas du tout de fonction de coach ou même peu importe d'expertise dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que, alors pour le coup, ça m'intéresse. Et je vous avoue que je ne me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait avoir aussi, l'histoire en tout cas que je raconte, pouvait aussi avoir ce côté un peu développement personnel, en tout cas conseil pour améliorer sa vie. Donc voilà, j'avais même, pour tout vous dire, pris un peu le pas de côté un peu justement pris un pas de côté avec quelque chose qui, pour moi, allait un peu à l'encontre, était tellement fou, ça allait un peu à l'encontre du développement personnel. Mais Mais pas en que, même temps, je hein, suis... parce que Ouais. il y a aussi un psychiatre dans l'histoire, hein, on va pas Oui, tout oui, oui, c'est dire. vrai, Il y c'est a des vrai. personnages qui sont quand même clés. Moi, je voudrais savoir quel est le rapport que vous avez avec les contes pour enfants. Ah, alors, les contes, même si je les ai remis au goût du jour, c'est vrai que je ne suis pas passionnée par les contes. Je ne dirais pas que je lis des contes toute la journée. En revanche, je trouve que ce que je trouve fascinant en fait dans les contes, c'est que ce sont des histoires qui ont traversé le temps en fait, qui ont été écrites il y a plus de 2 siècles, enfin, pour certains, et qui sont encore actuelles, qu'on raconte de génération en génération, que tout le monde connaît. Et il y a un côté universel assez fascinant et même mieux qu'on retrouve dans beaucoup de films et dans beaucoup d'histoires. En fait, ça fait vraiment partie d'un inconscient collectif et c'est ça qui m'intéressait, c'est de me dire, OK, ces contes qui ont été écrits il y a plus de 2 siècles, est-ce que comment ça se passe quand on les confronte à la réalité d'aujourd'hui? Et encore pire, comment ça se passe quand on les confronte à la vie de bureau? C'est-à-dire vraiment quand on tombe vraiment dans le quotidien le plus, enfin voilà, le plus terre à terre, le plus réaliste, et qu'on y rajoute cette dose de merveilleux que tout le monde connaît. En tout cas, vous les maîtrisez parfaitement et vous donnez presque envie d'aller. Quoi, presque. Moi, Ah oui, je suis allée relire des passages parce que je me dis, c'est tiens, je ne vrai. l'aurais pas vu sur ce. Effectivement, le fait que vous le rapportiez au monde du travail, on se dit, ah ben oui, quand je l'ai lu, je ne pensais pas à ça. Et en fait, c'est ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous citez un livre que je conseille aussi à tout le monde, c'est La psychanalyse des contes de Ouais. fées. Alors, je remettrai la référence, c'est Bruno Belterheim, Betalheim. comment on prononce, voilà. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on pourrait dire que ce livre est une... Alors, il y a des films qu'on dit comédie dramatique. J'ai pas envie de dire qu'il y a un drame, mais j'ai envie de dire que c'est un peu ça quand même, parce que vous abordez des... Alors, comme toute comédie bien réussie, il y a une belle-mère atroce, parce qu'on peut le dire. Alors, Jeannette, elle a 51 ans, elle est mariée à Arnold. Alors là, quel humour. Lui travaille dans une collectivité qui fabrique des hachoirs pour viande et qui s'appelle Couteau fin. Comme ça, il faut le... Voilà. Elle a 2 enfants, mais elle a surtout cette belle-mère, Edith, qui, comme vous l'avez écrit, elle a décidé de passer sa retraite à lui pourrir sa vie, quoi, en gros. Ça, c'est très, très, très drôle. Et donc, au fur et à mesure où on va avancer, il y a des personnages un peu annexes qui sont pas si annexes que ça, qui vont nous apporter plein de choses. Alors, on rigole. Après, on est touché, là, il y a des moments où on s'y attend pas. Après, on se rapporte à soi des choses que vous faites dire à travers des personnages secondaires. Moi, je trouve que c'est vraiment un roman parfaitement réussi et on Oh passe. là là, merci Nathalie, merci beaucoup. Donc, j'en Merci. profite pour vous le dire parce que j'ai pas pu vous le dire avant. Donc, je voudrais qu'on revienne sur Jeannette. Est-ce que le fait que Jeannette ait 51 ans, c'est très important dans l'histoire? Est-ce que ça pourrait pas arriver à quelqu'un, j'allais dire de notre âge, parce que je pense qu'on a à peu près le Mm, même âge. Voilà. Est-ce que mm. c'était important pour de classifier Jeannette à 51 ans? Oui, pour différentes raisons. Alors, la première, pour tout vous dire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de romans dont les héroïnes sont entre 20 et 30 ans. Et je n'ai pas lu beaucoup d'héroïnes, de romans avec des héroïnes de cet âge-là. Déjà, je trouvais ça intéressant d'aller explorer voilà, d'aller explorer des héroïnes, une héroïne de 51 ans. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Ces femmes qui quittent leur travail pour s'occuper de leurs enfants, puis ensuite reprennent la vie professionnelle et les enfants partent. Donc les enfants elles sont heureuses avec leurs enfants à la maison, ça remplit toute leur vie.
qu'est-ce qui se passe quand les enfants quittent la maison, en fait. Et vraiment, j'ai essayé de... Moi, j'ai 3 enfants, donc je ne suis pas Jeannette, mais c'est vrai que mes enfants m'apportent énormément de bonheur, remplissent beaucoup ma vie aussi. J'ai une logistique, une charge mentale, et je me pose souvent la question, mais qu'est-ce que je vais faire quand ils vont partir? Qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je retrouve un équilibre. Et voilà. Et c'est ce déséquilibre-là qui m'a intéressée. Et pour moi, ce déséquilibre, enfin, j'ai imaginé en tout cas qu'il apparaissait à partir de 51 ans. Je trouve que 50 ans, c'est peut-être le moment où on peut passer à une autre étape de sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment, enfin, c'était vraiment bien réfléchi cet âge-là, en tout cas pour créer ce personnage. Parce que bon, Jeannette, elle a des problèmes de hiérarchie, déjà dire de hiérarchie au boulot, mais il y a aussi un peu des hiérarchies personnelles avec son mari. Parce qu'effectivement, vous abordez aussi un sujet en souterrain. Lui, ben voilà, lui, il sait s'affirmer, alors qu'elle, voilà, en fait, il fait comprendre. Donc, on va pas dire comment ni pourquoi, mais Jeannette, elle va monter d'un grade dans son entreprise. Et donc, là, le mari, il est un peu, il trouve ça un peu bizarre, quoi. Donc ça, je trouve que c'était assez bien vu le fait je sais pas si on peut parler de rivalité, mais la rivalité homme-femme dans la hiérarchie, dans le monde du travail, c'est quand même... Ouais, c'est vrai que on est dans une société, même si ça a tendance à évoluer quand même, mais on est quand même dans une société où l'homme généralement gagne plus d'argent, a parfois une position hiérarchique plus importante que la femme. Et voilà. Et du coup, ça plaît bien aux hommes. Mais quand à un moment donné, du coup, l'équilibre s'inverse, voilà, on va dire que l'homme peut aussi se dire, mais attends, c'est pas sur ça que je me suis engagée. Il y a eu une erreur sur l'engagement que j'ai pris au moment du mariage. Donc c'est vrai que c'est justement cet équilibre à reconstruire qui peut du coup, voilà, faire réfléchir en tout cas. Et du coup, ça ouvre la brèche des non-dits. Parce qu'il y a peur de non-dits aussi. Des non-dits personnels et professionnels. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle aussi de ce personnage qui est Betty. Betty, c'est... Ouais. Est-ce qu'on peut dire qui est Betty? Je vous laisse prendre la décision. Ouais, je pense on peut le dire. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a tout un moment où on ne sait pas qui c'est, mais c'est vrai que, on le sait dans le premier quart. Donc, allez, si on a envie d'en parler, on va en parler. On va parler de Betty. Alors, Betty, c'est la bonne fée, en fait. On ne va pas en dire plus, on va juste dire que c'est la bonne fée, on ne va pas dire ce qu'elle fait exactement. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez rencontré une Betty? Parce qu'on a l'impression qu'elle existe vraiment, cette Betty, qu'on a tous rencontrée, qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est un peu hors sol, qui est très joyeux, parce que c'est elle qui met les comptes dans la vie de Jeannette et qui lui fait transformer un peu l'entreprise. Alors, Jeannette, on a oublié de dire, travaille dans une entreprise qui s'appelle Bonbon et qui fabrique quoi, des poupées, des objets pour... c'est une spécialisée dans les équipements de puériculture et les jouets pour enfants, en tout cas dans le domaine de l'enfance. Écoutez, Betty, je ne crois pas l'avoir rencontrée. Et pour tout vous dire, ce personnage, j'ai mis beaucoup de temps. C'est le personnage que j'ai mis beaucoup de temps à construire. Elle a eu plein d'intentions différentes. Elle a eu plein de vies avant d'avoir la vie que finalement vous pourrez lire dans ce roman. Elle m'a beaucoup intéressée. Enfin, elle m'a beaucoup, justement, je tirais les choses un peu partout pour réussir à se rendre ce personnage à la fois crédible, mais en même temps, voilà, c'est une fée. Donc, jusqu'où elle peut aller tout en restant dans ce domaine crédible. En fait, c'est un personnage complexe qui vous a créé un peu... Est-ce qu'elle vous a amené là où vous ne vouliez pas aller dans l'écriture? Alors, dans la première version d'elle, oui, elle m'a emmenée ailleurs. Elle m'a emmenée ailleurs. Là, du coup, je n'ai pas forcément envie de dire où elle m'a emmenée. Je vous dirais en tête. Mais ça se sent que ce personnage qui a l'air simple comme ça, joyeux, finalement est très complexe et
et rentrer dans votre tête et on a l'impression, vous savez, comme dans RG, il y avait le petit diable et le petit ange, on a Oui, l'impression que Betty, c'est votre mauvais comme pas mauvais, mais votre qui dit non, non, moi je veux aller là, donc il faut vraiment que tu écrives là-dessus. Et il y a par moments, ça se sent dans l'écriture. c'est Mais vrai. ça Bah apporte, écoutez, mais voilà, je vous trouve que avez eu ça accès apporte. à mon inconscient. Mais ça apporte quelque chose au récit, justement, d'avoir ce personnage qui transforme plein de choses et qui met en lumière, justement, ses contes. Et vous allez voir, vous allez revisiter plein de choses, amis lecteurs, c'est fabuleux. Voilà. Et après, il y a un autre personnage aussi secondaire, quoi, secondaire, Monsieur Léonie. Quelle Ah idée! ouais. Quelle Monsieur idée! Léon, Monsieur Léonie. Quelle idée! qui est, alors pareil, est-ce qu'on dit, bon, on peut dire du coup que c'est un psychiatre, on peut dire. C'est tout. On va Bon, dire que allez, c'est un pareil, ça fait psychiatre. partie du premier quart. Donc voilà, mais effectivement, donc elle va rencontrer par l'intermédiaire de Betty ce fameux psychiatre. Et bon, ce qui me plaisait entre une fée et un psychiatre, c'est de confronter peut-être deux méthodes, une Ouais. méthode un peu classique et une méthode pas du tout classique, et avec au milieu une déprimée. Donc, et puis de voir un peu qu'est-ce qu'elle prend du merveilleux et de la méthode un peu plus classique. Mais est-ce qu'elle est vraiment si déprimée que ça, Jeannette? Parce qu'on a l'impression que finalement, elle est un peu sur un fil et que dès Ouais, qu'elle peut, elle reprend très vite le dessus quand même. ouais. Elle a une envie parce que elle est, fait partie de ces moments dans la vie où en fait, quand on essaye de raisonner, on se dit mais en fait ça va. Enfin, j'ai un mari, je suis en bonne santé, j'ai de quoi vivre, mes enfants sont partis, ils ont des vies réussies. Donc quand on fait un état des lieux, on se dit non mais là franchement, j'ai pas de raison d'être. Mais pour autant, je suis pas satisfaite. J'ai un truc en moi qui est malheureux, où ça ne va pas. Et donc, c'est pas vraiment, elle a pas de grosse casserole, je dirais. Elle s'est pas fait battre, elle s'est pas. C'est vraiment une femme avec un moment de sa vie où elle est en baisse de régime. Elle a un vide, elle connaît le vide. Mais elle a cette force qui est déjà là, mais qui a juste besoin d'être réveillée. Bah, justement, de retrouver un peu la joie, de retrouver un peu. Donc, elle a cette envie en elle, et du coup, que toute cette histoire va venir un peu réveiller et révéler. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressée, à la page 289, pour être précise, vous faites dire à Jeannette que en fait, son succès collectif, c'est son succès personnel. Ouais, Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que ça, c'est très ouais. intéressant. On n'est pas dans une séance de thérapie, hein, je vous rassure. Mais Non, mais c'est intéressant que ça vous ait marqué parce que, alors, ça, pour le coup, c'est quelque chose que je crois profondément, enfin, en tout cas qui m'anime. Je crois beaucoup à l'intelligence collective, en fait, et je trouve que, en tout cas, dans le cadre de ma vie professionnelle, je trouve que les plus grandes réussites, c'est les réussites collectives quand tout le monde se sent voilà, satisfait, content d'un projet. Je trouve que là, pour moi, enfin en tout cas moi, j'en retire. En fait, c'est comme si la joie d'avoir réussi quelque chose était encore plus forte parce qu'elle était collective. Donc elle était amplifiée par le collectif. Et donc ça c'est une idée, c'est une idée pour moi très importante, un message très important que j'avais envie de faire passer. est-ce que vous avez mangé beaucoup de cornichons quand vous avez écrit ce livre? Alors écoutez, depuis que je sais que manger des cornichons favorise la production de sérotonine, qui est donc cette hormone du bonheur qu'on trouve dans le cerveau, c'est vrai que je mange des cornichons quand même en conscience, en me disant que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas me faire de mal. Et que voilà, enfin, après, ça rend heureux. C'est prouvé scientifiquement, ça Oui, rend heureux. c'est ce que vous avez dit, je suis allée vérifier du coup. Je me suis dit, bon, Ah, c'est pas que je ne vous croyais pas, mais je suis allée vérifier quand même. D'un point de vue scientifique, effectivement, ouais, ouais, j'ai lu ça avec beaucoup d'attention et j'engage nos amis lecteurs à aller aussi lire parce que c'est très intéressant. Donc c'est vrai on comprend mieux le titre. D'ailleurs, vous l'expliquez, hein. Donc et surtout, on va pas en parler, mais je vais juste dire une phrase, il y a une fin de dingue sur laquelle on ne s'attend pas du tout. Donc là, je voulais vraiment vous féliciter. Si vous savez merci. si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous engage à aller en librairie acheter Cornichon Thérapie parce que vous allez voir, vous allez être très 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 surpris. Je voudrais juste qu'on fasse un pont avec Alors je vais le montrer parce que voilà,
là, alors attendez, je vais vous le montrer déjà. Il est sorti en grand format chez Erol comme ça. Mais quand il va sortir chez J'ai lu, Magie, il va changer d'apparence et il va être comme ça. Vous le voyez? Voilà. Voilà. Donc, vous avez un don pour trouver les titres quand même qui sont magiques. C'est vous ou pas qui avez trouvé les... Alors, celui-ci, c'est moi. Ouais. Celui-ci, c'est moi. Et Cornichon Thérapie, c'est mon éditrice. Il faut rendre à César. Bien sûr, je parle de Cornichon Thérapie dans mon roman. Enfin, ça existe. Et c'est elle qui m'a dit, non, c'est comme ça qu'il doit s'appeler. Donc, Alors, dans Mon cœur serré comme une sardine, on part là, alors là, on peut dire c'était contemporain, c'était actuel, quoi, l'histoire de Jeannette. complètement. Ça pourrait se passer aujourd'hui. Alors que là, on part en 1967, on part au Maroc, on part à Safi, dans une petite ville Mhm. côtière du Maroc. Pour ceux qui connaissent à peu près, allez voir sur une carte, vous allez voir. Et c'est la voix de Jacob, qui a 8 ans. Donc là, on Mhm. est à hauteur d'enfant. Comment on fait pour écrire un livre à hauteur d'enfant? Alors, tout à l'heure, je disais famille et différence, parce que là, vous nous avez aussi écrit un grand livre sur l'amitié, sur la famille, sur la différence, et avec un recul et surtout les yeux d'enfant, quoi. C'est magique. Mhm. Mhm. Comment on fait ça? Alors, en fait, j'ai voulu traiter d'un sujet, on va dire, qui pourrait porter à polémique, qui est du coup la relation entre les Juifs et les musulmans au Maroc pendant juste avant la guerre des 6 jours, en 1967. Et quand j'ai commencé à me poser plein de questions, à récupérer des infos, j'avais envie d'écrire ce livre, mais voilà, je ne savais pas par quel bout le prendre. Et quand j'ai commencé à récupérer des témoignages, je notais j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pris beaucoup de notes avant de me lancer dans l'écriture. Je me suis très vite rendu compte que cette, voilà, parler de cette relation-là en tant qu'adulte, ça allait faire un livre géopolitique. Ça allait faire un livre, et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Au contraire, j'avais envie du coup que ce soit simple. Et pour que ce soit simple, il n'y a rien de mieux que le regard d'un enfant, le regard un peu naïf, mais qui du coup met les pieds dans le plat. Juste le début de mon roman, Jacob, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je vais être musulman et paf, je te donne une baffe. Bon, voilà, ça ne Elle peut vient d'où être. cette phrase? Vous l'avez vraiment entendue cette phrase ou pas? Non, non, elle est pas autobiographique. Ça aurait pu, ça aurait pu. Elle est pas, c'est vrai que ça aurait pu. Elle n'est pas autobiographique, mais je me suis vraiment posé la question de me dire, à l'époque de mes grands-parents, quand même, si mon père avait eu cette remarque-là, euh, comment auraient réagi mes grands-parents? Voilà, c'est évident qu'il se serait pris une baffe à cette époque. Donc le meilleur ami de Jacob, donc c'est Brahim. Ouais, Voilà, lui, son père est potier et donc il ne va pas à l'école, quoi. Il aide son père, ouais, voilà. Et il a un truc, ça aussi, ça m'a fait revenir en enfance parce que moi j'y jouais quand j'étais petite. Il joue aux osselets, il est champion oui, d'osselets. ouais, C'est ouais. c'est pas courant quand même d'avoir ça aussi. C'est vrai ou c'est de la Ça, c'est fiction? vrai, c'est vrai. Donc, en fait, je sens que vous voulez savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Non, pas forcément parce que je trouve que c'est pas commun d'avoir, parce que souvent on a les jeux d'échecs, les jeux de dames, les jeux de cartes. Et c'est vrai que moi, je n'imaginais pas au Maroc des enfants jouer aux osselets. C'est idiot, c'est complètement Ouais. idiot. Non, non, Mais non, non, mais les osselets, les noyaux d'abricot, en fait, c'était des jeux faits, enfin, comment dire, les osselets, c'était pour le coup des os d'agneau, je crois. Enfin, en tout cas, c'était des vrais os, c'était pas des ouais. osselets. Et c'était, mais vraiment, le jeu qui était joué aussi bien par les filles que par les garçons, et qui a, en tout cas, ma grand-mère me racontait qu'elle jouait quand elle était petite. Je crois que ça a pas mal traversé les générations, en tout cas au Maroc. Donc j'avais l'impression que c'était en tout cas le jeu. Et mon père, du coup, jouait beaucoup aux osselets. Alors, ce livre, il a une histoire, c'est que d'abord, il a été édité en auto-édition. Oui. Et comment on passe de l'auto-édition à l'édition, justement? Comment ça s'est passé? Alors en fait, j'ai écrit donc, une première partie.
pas l'entière, Oui, pas tout, pas l'entière, ouais. Qui s'appelait Je ne veux pas partir, et du coup que j'ai auto-édité effectivement sur une plateforme. Et il se trouve que j'ai gagné un prix, le prix des plus francophones. Et donc voilà, ça a été assez magique parce que donc j'ai gagné ce prix. Et à partir de là, du coup, je suis allée démarcher des maisons d'édition en ayant ce prix. Donc j'ai un peu plus réussi, on va dire, à intéresser, en tout cas à faire en sorte que mon roman soit lu et qu'il ne se retrouve pas peut-être sur une piste, sur une pile de livres à lire d'un comité de lecture. Et donc, en fait, Stéphanie Ricordel aux éditions Erol a beaucoup aimé cette première partie. Elle m'a dit, on écrit la suite et on y va. Et donc voilà. Et c'est vrai qu'en m'auto-éditant, pour moi, c'était quand même avec l'ambition de trouver une maison d'édition derrière. C'était un chemin, c'est le chemin que j'ai choisi pour arriver à me faire éditer et à aller en librairie. C'est quand même le Graal, la librairie. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, ça ne me donne pas. Il y a beaucoup de tendresse dans votre écrit. Alors, on a l'impression que vous avez été divisé en deux, entre Mon cœur serré comme une sardine et Cornichon Thérapie. On s'est dit, mais c'est pas la même personne qui a écrit. En Ah fait, si, ouais. parce qu'on reconnaît quand même, on reconnaît certaines tournures de phrases quand on est bon lecteur. Ouais. On arrive à voir. Mais c'est quand même, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que vous arrivez à avoir la voix d'un enfant et la voix d'une personne qui est plus âgée que vous. Donc, vous Ouais. excellez dans deux registres différents. Est-ce que ça a mis une pression aussi de parler de la religion? Parce que c'est pas. Alors, moi, je dis géopolitique, c'est extrêmement bien fait. La façon dont vous avez expliqué toutes les tensions internationales, comment ça arrivait et tout ça. Pareil, les parents qui mentent aux enfants, parce qu'effectivement, c'est très compliqué d'expliquer ça. Mais est-ce que ça met plus de pression quand on écrit un livre où il y a la religion qui a quand même un poids et une importance comme ça Alors, c'est vrai. Vous avez raison. En fait, juste avant, en fait, pas pendant l'écriture. En fait, pendant l'écriture, l'histoire est sortie assez facilement. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches avant, et puis à un moment donné, quand j'ai eu les personnages de Jacob et Brahim qui étaient assez clairs, ils ont pris vie, et l'histoire honnêtement est venue assez rapide, enfin, assez facilement, pas rapidement, mais facilement. La première partie, quand je me suis mise dans la deuxième, c'est venu encore plus facilement parce qu'ils étaient là, il fallait juste faire qu'ils continuent leur vie. Donc vraiment, voilà, c'était ça. Et en fait, justement, ce dont vous parlez sur la religion, c'est venu juste avant la sortie. Juste avant la sortie, je me suis dit, ah là là, mais si ça se trouve, ça peut être mal pris. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est les doutes juste avant le voyage. Moi, de temps en temps, j'ai des petites crises de doutes comme ça. Et effectivement, je me suis dit, mais peut-être que ça peut être mal interprété, aussi bien par les juifs que par les musulmans, hein. Peut-être que les deux communautés ne vont pas se reconnaître. Peut-être que je suis allée trop loin. Enfin, voilà. C'est plus après, enfin, avant la sortie, que j'ai eu ce type de questions-là. Mais bon, c'était trop tard. Et dans le choix des prénoms, vous avez fait exprès de bien trancher avec un Jacob et un Brahim, ou c'est le hasard qui a fait ça? Ou c'était Alors, voulu ça, pour c'est des bien. prénoms de gens qui existent. Oui. Donc, il y avait quand même des intentions derrière. Jacob, c'est le prénom de mon grand-père. Et Brahim, c'est le prénom d'un très bon ami de mon père. Donc voilà. Donc, on va dire que j'avais ces prénoms, pour moi, font partie de. Enfin, comment dire, représentaient bien les deux communautés, voilà, dans mon esprit. Donc, c'est pareil, ils sont venus assez, assez facilement. Plus facile que Arnold, Arthur Elliott et Ah. Jeannette, ou pas? Alors, ça, on m'a beaucoup posé la question, même mon éditrice m'avait dit, mais C'est pas des pourquoi prénoms ces communs. prénoms? Pourquoi Ouais. ces prénoms? Et en fait, j'ai voulu écrire un conte de fées un peu moderne, et j'avais envie de noms un peu, enfin, voilà, de noms pas courants. Euh, voilà, Jeannette, oui, il y en a encore quelques, il y en a peut-être, enfin, en tout cas, peut-être, bah, je sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit un prénom très courant. Et donc, voilà, Arnold non plus. Donc j'avais envie d'explorer des prénoms qui, en tout cas, pour moi, faisaient conte de fées moderne.
Alors moi, je vais faire rire tout le monde, mais moi j'ai fait des raccourcis. Moi j'ai pensé à Arnold et Willy, donc Arnold, moi ça me parle. Arthur, bon, le roi Arthur. Et Elliot, pour Ouais. moi, c'est Peter et Elliot, le dragon. Donc je me dis peut-être qu'il y a un effet conte dessin animé. Ah, Moi je suis allée très loin, non. hein, vous voyez, Non, mais je c'est suis peut-être partie, l'inconscient. C'est peut-être l'inconscient, Nathalie. ça devrait être ça. Vous avez eu accès à mon inconscient. Je sais pas, je sais pas. Mais voilà, moi, je me dis, bon, ils sont pas communs. On n'a pas l'habitude d'avoir un Arnold, ni un Elliot, ni un Arthur. Bon, après, si on réfléchit, oui, on a sans doute. Bon, j'ai pas tout lu non plus. Mais voilà, je voudrais qu'on revienne sur un personnage, moi, qui m'a beaucoup plu C'est le grand-père, le grand-père collectionneur de collections. Ouais. Ça, c'est. Alors, J'en ça, connais, hein. J'en connais des collectionneurs de collections. ouais. C'est quand même. Alors, je sais pas pourquoi moi je le connais pas, hein, mais je l'ai très bien visualisé. Mais j'avais l'impression de l'avoir en face de moi et d'être dans sa pièce où il y a tous ces cartons, tous ces petits objets. Ça, c'est dingue, parce que vous avez une qualité de description qui est quand même très précise et très visuelle. Ah, bah, écoutez, là, pour le coup, ce personnage, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Vraiment, c'est pour le. Enfin, je le voyais là. Je dirais même pas que je l'ai imaginé parce que c'est vraiment mon grand-père bon, qui est décédé, mais tout ce dont je me souviens de lui, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui était passionné par ses collections, qui en avait partout, partout. Que ce soit, alors au Maroc, j'étais trop petite, mais dans son appartement à Paris, il était, mais il y en avait de partout, ce qui rendait aussi ma grand-mère folle. Mais donc voilà, donc ça, effectivement, ce personnage, je pense que c'est vraiment celui qui existe pour le coup. Puis on entend bien savoir, tous ceux qui ont des collections de collections, ils disent tout, quand on y touche, c'est toujours, mais ne touche pas à ça, ça, on l'entend très bien. Ça résonnait quand je l'ai lu, je dis, ah, ben ça, la phrase, on l'entend très bien, quoi. Quand on est un peu maniaque, même moi, hein, j'ai des trucs, quand je veux pas qu'on touche à mes livres, je dis, non, Ouais. ça, on n'y touche pas. Et c'est vrai Mhm. que c'est très efficace. Et vous avez une Mhm. écriture qui est très efficace. Dès qu'on rentre, on a envie de savoir Mhm. comment vous avez travaillé avec votre éditrice. Tiens, ça va nous intéresser. Alors, Les lecteurs sont friands al- de ça. ouais. En fait, moi, quand j'écris, j'ai une question de départ, une intention de départ. Donc, par exemple, pour mon cœur serré comme une sardine, voilà, j'avais cette question, je dirais pas naïve, mais en tout cas, cette grande question bon, liée à mon identité aussi, c'était de savoir est-ce que les Juifs et les musulmans s'entendaient bien à l'époque où ils vivaient au Maroc. Est-ce que j'avais toujours entendu mes parents dire qu'ils avaient une enfance exceptionnelle au Maroc. Mes grands-parents, mes parents, mes oncles et tantes ont une nostalgie du Maroc. Et du coup, je me suis dit, mais ils aimaient tellement le Maroc, alors du coup, ils vivaient avec les musulmans. Et aujourd'hui, les musulmans et les juifs ne s'entendent pas. Enfin, je veux dire, on l'entend à longueur de journée. Et moi, en tout cas, j'ai grandi avec ça en France. Et du coup, je me suis dit, mais, il y a peut-être eu un moment où justement, c'était différent. Donc, c'est là où j'ai commencé un peu à explorer. Bien sûr, ce n'était pas si simple. La réponse n'était pas oui, il s'aimait à l'époque et puis il ne s'aime plus maintenant. Ça n'était pas du tout aussi simple. Et c'est justement parce que ce n'était pas aussi simple, je me suis dit, il faut que ce soit un enfant qui raconte cette histoire parce qu'un enfant, il n'a tellement pas les mêmes priorités qu'un adulte que, voilà, du coup, s'il est ami avec un musulman, la seule chose qui va l'intéresser, ce sera de jouer avec son copain, qu'il soit musulman, grec ou peu importe. C'est parce que c'est ses copains et qui s'entend bien et la religion, c'est pas un problème pour lui. C'était ça vraiment qui m'intéressait dans cette Et sur la notion d'arrachement, de séparation, parce que ça aussi, c'est très histoire. touchant et on ne peut pas rester indifférent parce qu'on Ouais. a tous vécu petit, alors peut-être pas au niveau de Jacob et de Brahim, mais on a, voilà, donc partir, quitter tout, changement d'école, tout ça, Ouais. ça aussi, c'est... Ouais. Ouais, mais en fait, ça aussi, c'est venu très tard, cette conscience de de ce qu'a vécu ma famille, en fait. Parce que du coup, toute ma famille est venue en France dans les années 67, enfin, 67, 70. Et en fait, vraiment, j'ai eu, avant l'écriture de ce roman, donc assez tard, hein, finalement, alors que j'étais en voyage au Maroc avec ma grand-mère, vraiment, j'ai eu le truc de me dire, eh, ils ont vécu là, ils ont vécu dans ce pays, ils sont partis. Enfin, c'est venu, alors je l'ai toujours su, mais j'ai eu cette prise de conscience de me dire, mais alors ils sont partis, contrairement à ce que je raconte dans le roman, mes parents sont partis plus âgés, ils sont partis après le bac. Donc il y a un peu de différence, ça pour le coup c'est le roman. Mais ils sont partis, ils ont quitté quand même. Voilà. Et je me suis dit, moi, si je devais quitter la France, donc je suis née en France,
Et j'ai grandi en France. Et si j'avais dû partir étant enfant dans un monde complètement différent, mais voilà, je me suis dit, mais ça m'aurait, mais ça aurait été, en plus, quitter le soleil, quitter la mer. Enfin, déjà, quand on part des vacances, Oui. quand on part de 2 semaines de vacances, enfin, moi, j'ai souvent les boules. Enfin, voilà, donc je me dis, mais ça a forcément ça a forcément créé beaucoup d'émotions. C'est comme une mutation, hein. C'est-à-dire même quand on change de région, ceux du sud, comme moi, et si on les envoyait à Dunkerque, je pense qu'il y aurait Ouais, quand même un gros problème d'adaptation même. Ça serait horrible. Quoi, horrible. ouais. Tout est relatif, bien sûr, mais ça serait intéressant ça de l'avoir parce qu'on a souvent des déracinés d'un pays, mais on n'a jamais des déracinés d'une. Dessiné d'une région. On ne dirait pas déracinés parce que les racines sont racines d'un pays, alors que la région, c'est moins. Ah, Ouais, oh, je crois moi, que ça. je trouve quand même, hein, il y a quand même toute une culture. Moi, ouais, je trouve que chaque région a sa manière de vivre, sa culture, ses habitudes, ses coutumes. Enfin, bon. Donc, Un gros alors, pont peut-être aussi pas qui est autant entre. d'un pays à un autre, mais je suis d'accord que ça peut quand même En fait, créer un... le gros pont qui est entre les deux, c'est que c'est la vie. En fait, vous nous décrivez la vie, voilà, dans un pays, la vie dans l'entreprise, la vie dans la famille. Comment il a été accueilli votre livre votre famille, là, il en a pensé quoi de ce livre, Euh, de alors, votre... forcément, ils étaient très contents. T'as Enfin, dit la trouille? mon père, je pense que j'ai Ouais. écrit sa vie. Ah oui, bah oui. Donc voilà. Et il n'a pas tort, hein. Il n'a pas complètement tort, parce qu'il y a quand même beaucoup de lui dans ce roman, beaucoup de souvenirs qu'il m'a racontés. Mais en vrai, il y a aussi beaucoup de souvenirs de ma mère, il y a beaucoup de souvenirs de ma grand-mère. Ma grand-mère, qui est encore vivante, elle a 95 ans. Je vais souvent boire le thé avec elle, voilà. Et alors là, elle adore raconter des histoires et elle est passionnante. Et donc, je pense que c'est vraiment elle qui m'a donné envie de raconter cette histoire. Ah, c'est plus compliqué de faire lire. Quand votre livre est parti en librairie, puisqu'il est parti en librairie, celui-là, est-ce que vous aviez plus la trouille de la lecture de votre famille ou des lecteurs que vous ne connaissiez pas? Non, alors ma famille l'a lu avant qu'il sorte en Ouais. librairie, donc voilà. En revanche, non, moi les lecteurs en librairie, c'est vrai que je me disais, bon voilà, je raconte quand même une histoire de famille. Bon, toujours le doute de savoir est-ce que ça va intéresser. Enfin, est-ce que les gens connaissent. Enfin, en fait, quand il est sorti l'année dernière, les remarques qui m'ont beaucoup, enfin les commentaires qui m'ont beaucoup plu, on va dire, qui m'ont beaucoup marqué, c'était justement le fait que les gens découvraient un peu cette partie de l'histoire. Donc, il n'y a pas de film. Bon, je vous avoue que je n'ai pas lu de roman sur cette partie. Moi non plus. Voilà, je n'en ai pas lu. Et souvent, on écrit l'histoire qui nous manque, hein, voilà, et c'est vraiment ça. Donc voilà. Mais je me suis quand même demandé, en tout cas quand c'est sorti, si ça n'a pas été écrit, est-ce que c'est parce que c'est pas intéressant ou pas. Je me posais un peu cette question-là. Et en tout cas, quand les retours ont fait que justement, bah, ça m'a appris quelque chose, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Bah, ça, moi, c'est super d'avoir mis la lumière sur une partie de l'histoire un peu méconnue. Et surtout, remettre aussi la lumière sur deux communautés qui ont vécu côte à côte, qui se connaissaient bien, qui ont aujourd'hui les mêmes coutumes. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment cette culture juive marocaine et on a les plats traditionnels. Alors moi, je ne cuisine pas trop, mais mes parents, mes tantes, toutes les fêtes de famille, il y a des plats marocains. Est-ce que ça a été compliqué quand justement votre éditrice a dit bon, on va écrire la suite? Je parle Mm. de combien vous aviez fait en auto-édition, parce que vous aviez écrit un texte beaucoup plus court. Ouais, ouais. Quand on vous dit bah, il va falloir aller tirer des fils, est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que ça a été jubilatoire? Est-ce qu'on s'est dit ah, super, je vais rentrer finalement, elle va m'aiguiller et on y va? Ou alors vous avez eu peur de dire non, je ne vais pas y arriver, moi elle est finie. Qu'est-ce qu'elle peut aller Ah ouais, faire, non. ce fil? Alors en fait, pour tout vous dire, avant même qu'elle me le propose, j'avais déjà, enfin, dans le petit carnet de plein de choses que j'avais écrites, déjà j'avais dû faire des choix de tous les souvenirs qu'on m'avait racontés. C'était la première chose. Et quand la première partie est sortie, ma famille qui avait lu, voilà, me disait ah mais tu aurais dû parler de ça, tu aurais dû parler. Et donc il y a d'autres souvenirs qui sont remontés à la surface. Et donc le carnet a continué à se remplir. Et c'est mon cousin Yann
l'un de mes premiers lecteurs qui me fait toujours, voilà, qui m'a dit, mais tu devrais écrire la suite. Et j'avais fini la première partie, vraiment, je l'avais finie, et il m'avait dit, ne la finis pas, tu écriras la suite. Et quand il m'avait dit ça, j'avais dit, bon, et en fait, il a eu raison. Alors, est-ce que vous avez donné un peu de vos droits d'auteur à votre papa et à votre cousin? Parce que finalement, romancier. Chut. En tout cas, vous avez bien fait de venir dans l'écriture et et de mettre en ligne, parce que finalement, on en connaît hein, des auteurs qui maintenant ont pris de l'ampleur, donc on vous souhaite le même succès que ceux qui Oh, ont merci Nathalie, merci beaucoup. Donc maintenant, on peut dire, est-ce que vous avez arrêté de travailler ou vous Ah continuez? non, 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 j'ai toujours la vie de... Oui, donc J'ai vous avez toujours votre la... gros vivier, c'est-à-dire vous avez encore un bon vivier là. Ça, c'est bien. Ouais, ouais, non, non, j'ai encore la vie de bureau. On ne dira pas où est-ce que Euh, vous le, travaillez, mais je le pense qu'il y a métro, voilà. matière. Après, je donne rendez-vous à mon écrivain intérieur. Alors, c'est sûr que je mets quand même du temps à écrire, à sortir des romans, mais voilà. Mais du coup, Mais c'est normal. j'aime cet équilibre en tout cas. Mais c'est normal, on va laisser la parole à une autre autrice qui sait ce que c'est compliqué d'écrire des romans et que c'est pas si rapide que ça. Donc, Frédéric est là, je pense qu'elle a des Mais questions. oui, en plus, vous êtes en train de me spolier ma première question qui vient Oh. d'Isabelle. Alors, Isabelle, et je pense qu'elle a un travail, parce qu'elle veut savoir à quelle heure vous écrivez, quand, comment ça se passe, On comment pose. vous organisez l'écriture. Alors, donc, Ah, j'ai 1 heure aller de métro, 1 heure retour. Donc, allô, je ne vous ah, vois vous pas. m'entendez? Ah si, Ben, si, nous, on on vous t'entend, Ça entend, y est. on Frédéric. t'entend. Ok, parfait. Donc, c'est Oui, ma connexion à moi qui a l'air instable. Donc, est-ce que vous avez entendu ma question? oui, Cette je fameuse l'ai entendu. Isabelle, voilà, veut savoir comment vous organisez la journée. Est-ce que vous écrivez entre 14h et 14h07? Est-ce que c'est plutôt Non, en l'été, fait, pendant les vacances? Est-ce que... j'ai 2 heures de métro par jour. Donc, ça, c'est déjà. J'aime bien écrire dans le métro. J'ai une vie dans le métro. J'ai vraiment. Donc, voilà. Donc, quand même, je prends le métro pas mal de fois dans la semaine. Et après, je donne rendez-vous le week-end à mon écrivain, ce fameux écrivain intérieur. Et donc, voilà. Et j'écris le dimanche matin, surtout. Je me mets en mode avion. Aucun de mes enfants ne peut me joindre, personne ne peut me demander, ne peut me poser de questions, voilà. Et du coup, bah voilà, souvent les idées que j'ai marquées dans la semaine, je les restructure. Et voilà. Et puis bien sûr, j'écris aussi pendant les vacances, surtout pendant les vacances d'ailleurs. Et vous mettez combien de temps à peu près pour écrire un livre? Alors, mon cœur serré comme une sardine, en tout cas la première partie, j'ai quand même mis 2 ans et demi parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Enfin, j'ai beaucoup interrogé de personnes et j'ai fait beaucoup de recherches. Et après, j'ai mis pas mal de temps à restructurer l'histoire. J'avais pas d'échéance, j'avais pas de maison d'édition, donc c'est vrai que j'ai pris le temps qu'il fallait pour l'écrire. Et Cornichon Thérapie, pareil, j'ai mis quand même aussi ouais, j'ai mis pas mal de temps aussi pour l'écrire. Je ne compte même pas. Vous voyez, cette question me fait me réfléchir, mais je compte même pas. Mais c'est vrai que le temps que l'histoire, elle se forme, elle s'imprègne, même si Cornichon Thérapie, c'est complètement imaginé pour le coup. Donc, je n'ai pas eu forcément quelques recherches d'études neuroscientifiques, mais sinon, c'est vrai que c'était plus une histoire qui est venue comme ça dans le métro d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'imaginiez pas? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire d'acte d'écrire ou dans la publication? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, vous savez quoi? J'ai l'impression que quand j'écris, je découvre ce que je pense. Ça paraît fou, mais je me pose des questions. Et en fait, au début de l'histoire, je ne sais pas vraiment si j'ai la réponse. Enfin, j'ai pas de certitude sur la réponse. Et que ce soit pour mon cœur serré comme une sardine ou voilà, la question que je me posais, c'est est-ce que les Juifs et les musulmans s'entendaient bien dans les années 60 au Maroc, parce qu'ils habitaient ensemble. Je ne savais pas trop. Je savais pas si la réponse c'était oui, 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 non, non, non. Je ne savais pas, en fait. Et je ne savais pas quelle réponse j'avais envie de donner, parce que la réponse historique n'est pas simple. Et donc, il fallait que je prenne parti, et je ne savais pas quelle. Si, j'avais quand même envie que la réponse soit oui,
mais je ne savais pas comment j'allais le justifier, comment j'allais… Voilà. Et c'est vraiment en écrivant que je me raconte une histoire et du coup, j'arrive voilà, à répondre à une question que je me suis posée. Et justement, à ce propos, comme il y a quand même une imprégnation familiale, est-ce qu'il y a, quand vous faites ces recherches, évidemment, vous êtes confronté au fantasme familial aussi. Comment vous vous en servez? Justement, c'est le fait d'écrire à travers les yeux, cette histoire à travers les yeux d'un enfant. Ça m'aide aussi, ça me donne beaucoup plus de liberté. Et justement, pour aller aussi un peu vers le fantasme que peut avoir un enfant. En fait, je ne vois pas où est le problème, quoi. Et je ne vois pas pourquoi les Juifs et les musulmans ne s'entendent pas alors qu'il y a un conflit qui se trouve à des milliers de kilomètres en Israël. Il n'est pas au Maroc. Donc, pourquoi les gens… Voilà. Donc, pour un enfant, ça paraît fou, enfin, même pour un peu tout le monde, mais voilà, donc du coup, c'est le fait d'avoir écrit en tout cas avec les yeux, à travers les yeux d'un enfant, mon cœur serré comme une sardine, qui fait que j'ai pu aller aussi dans le fantasme. Alors décidément, et je crois qu'Isabelle, elle insiste, est-ce que ça a changé le regard des gens qui travaillent avec vous, le fait que vous écriviez, ou est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Moi, je peux rigoler, mais… Non, mais parce que vous savez qu'il faut quand même savoir que j'ai quand même l'exemple d'un romancier que je ne citerai pas, qui était prof à la fac, qui gentiment a glissé un de ses romans dans les casiers de ses collègues. Eh bien, il n'a pas eu un seul commentaire, pas merci, pas je l'ai lu, c'était sympa, rien. Alors… il a quitté la fac. Ah oui. Non, mais c'était tellement violent. Oui, voilà. oui. Pour tout vous dire, je ne fais pas forcément de pub au bureau, j'en parle pas. Voilà, enfin, c'est différent. Pour moi, c'est un peu deux mondes différents. Donc, bien sûr, certaines personnes au bureau savent que j'écris, certaines personnes l'ont lu, dont aussi une de mes premières lectrices qui s'appelle Cécile. Mais voilà, enfin, j'ai pas eu de remarques. Bon, après, je ne sais pas si les gens me diraient ou pas, mais je n'ai pas eu de remarques particulières de mes collègues. Après, le livre est sorti il n'y a pas si longtemps, Cornichon-thérapie est sorti il n'y a pas si longtemps. Peut-être que les collègues le liront un peu plus tard, mais en tout cas, personne ne s'est reconnu. Mais en vrai, je ne me suis pas vraiment inspirée de personnages existants dans le cadre de ma vie professionnelle. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Parce que maintenant, on a un écrivain qui est là, donc elle va regarder ce qu'on fait, elle va enregistrer ce qu'on dit, et elle va s'en resservir, et tout le monde sera au courant. Alors, il y a peut-être cette peur, mais qui n'est pas forcément formulée de ce que je… voilà, mais après, c'est pas totalement faux. Mais non, c'est pas totalement faux. Totalement faux. Après, ce ne sera jamais une personne telle quelle que je retranscrirai dans le roman. Après, c'est sûr, je mentirais si je ne disais pas que je vis m'inspire. Enfin, m'inspire, me donne des idées de « et si ça se passait comme ça ?» Voilà. Mais il y a quand même la petite fée dont on a parlé tout à l'heure, qui est là, Ouais. et qui rôde. Est-ce que vous vous souvenez du jour où, enfant, vous avez pris conscience qu'il y avait des gens qui racontaient des histoires et qui vous auraient donné envie de faire la même chose? Est-ce qu'il y a un livre comme ça dont vous vous souvenez? Alors, vous savez quoi? Alors, je ne me suis pas posé la question. Merci pour cette question, mais je pense que justement, c'est les contes. Ma mère me racontait beaucoup de contes, pas seulement les contes classiques, Charles Perrault et les frères Grimm, mais des contes de Bretagne, des contes… Voilà, ma mère adorait les contes et j'adorais ça. Et vraiment, c'est ça. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à mon époque, peut-être que je me trompe, il y avait peut-être moins de choix. J'ai l'impression que c'était… peut-être que ma mère avait choisi… c'était même pas des livres illustrés, c'était, vous savez, les gros pavés. Avec les gros pavés, ouais. Ouais, oui, les gros les pavés contes et comme ça. légendes. Et elle en choisissait un. Pardon? Les contes et légendes, il y avait ça. Il y avait Oui, cette les contes collection. et légendes. Voilà, donc je dirais que j'adorais… Après, c'est tout à fait banal, mais c'est vrai que j'adorais l'histoire de Cendrillon. Quand j'étais petite, l'histoire, pas le… Après, il y a eu le Disney.
Mais j'ai des souvenirs avant de dormir que elle me le racontait, et elle me le racontait, et je m'en lassais jamais, quoi. Enfin, j'avais un truc avec elle. Vous pourriez peut-être vous régler le compte du prince charmant sur le prochain, Ouais. qu'on arrête de croire à ce truc. Alors, je lui ai un peu fait j'en Ouais. parle quand même un petit peu dans le livre. Ouais. Dans le livre, justement, je les revisite à l'heure actuelle, quand même, avec la place de la femme aujourd'hui. Bah oui, justement, le prochain, c'est quoi? Ah bah, c'est encore justement, je suis encore dans la phase petit carnet à remplir de partout, donc j'ai pas une idée fixe pour être Est-ce qu'il y aura une totalement. histoire de plantes brésiliennes dans le prochain? Oui, parce que je vous présente, donc je viens d'apprendre juste avant que nous passions en direct que cette plante était. Alors, j'ai pas retenu, Frédéric, le nom de la plante Alors, brésilienne. ça fleurit de préférence en Amazonie et au Brésil, hein, parce que chez nous, on n'a pas le temps qu'il faut. Mais quand miraculeusement ça peut fleurir, ça fait des petites grappes blanches qu'on appelle las putas de la noche, parce qu'elles s'ouvrent à 18h et elles se ferment le matin à 8h. Voilà. Donc, Magique. nous avons ça en commun, en fait, Voilà. et en dehors du fait d'écrire. Exactement. Ah non, mais j'adore cette histoire, justement, un peu magique. Je trouve que c'est le parfait décor, en tout cas pour Cornichon Thérapie. Oui. Et puis derrière vous, il y a une page blanche. Ah, avec Voilà. ce décor, finalement, allait avoir une signification. Exactement. Bon, ne vous poussez pas, sinon on verra que c'est un placard. Et mettre les gens au placard, c'est pas top. Mais bon. Est-ce que il y a votre dernier choc de lecture? C'est pas votre recommandation de lecture, parce que je sais que souvent Nathalie demande ça en fin d'émission. Votre souvenir de choc de lecture, où vraiment vous avez été ébloui par la langue, par l'histoire, par. Alors, je suis assez fan d'Éric Emmanuel Schmitt. Honnêtement, enfin, j'ai pas lu tous ces romans, mais j'en ai lu quand même beaucoup. Je me souviens, La part de l'autre, forcément, c'est un des livres qui m'avait marqué. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai lu il y a très longtemps. Il faudrait que je le relise d'ailleurs. Mais lui, souvent, réussit, c'est un auteur que j'admire énormément, parce qu'il réussit justement cette prouesse de faire des livres que je trouve toujours très intelligents, très profonds, et en même temps avec toujours une petite pointe d'humour, toujours très bien écrit. Voilà. Donc, La part de l'autre, avec ce « et si Hitler n'avait pas eu la vie qu'il a eue », j'adore. Enfin, en tout cas, ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Voilà. Donc, je dirais le livre choc. J'en ai un autre pour la question de Nathalie après, mais celui-ci, pareil, Ulysse from Bagdad aussi, c'est un livre choc qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai lu d'ailleurs peu de temps avant d'écrire Mon cœur serré comme une sardine, donc il y a peut-être eu une influence aussi justement sur ce réfugié qui du coup va traverser, va avoir toute une aventure jusqu'à l'Europe. Voilà, donc j'avais beaucoup, ça m'avait beaucoup fait réfléchir aussi. Un pays où vous partiriez là, tout de suite, pour écrire une histoire? Si on vous disait, voilà, vous avez un an, vous êtes payé, tout ça. Ah là 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 là, le rêve. Un beau rêve. Alors, je dirais l'Italie. Ah ouais, ah, j'étais pas loin. J'avais dit la Villa Médicis, j'étais pas loin. L'Italie, alors pour tout vous dire, je pars souvent chez des amis à Ischia, et donc j'ai écrit, d'ailleurs, mes 2 romans là, on va dire, ont pris naissance, une grosse partie des romans ont pris naissance là, pendant les vacances à Ischia, donc chez des amis que je remercie infiniment, parce que c'est un cadre, le meilleur cadre. On mange bien, il y a la mer, il fait beau, une végétation magnifique, bon, et on est avec des amis. Donc, enfin, vraiment, c'est juste, on coche tout pour être en tout cas pour que l'inspiration vienne. En tout cas, c'est le meilleur cadre possible. Nathalie, je te rends la parole. Alors moi, je voudrais quand même je vais remontrer la couverture du livre qui va sortir le 22 juin aux éditions J'ai lu. C'est une véritable invitation au voyage. Il n'a rien à voir avec le précédent qui était aussi très beau, hein. Mais là, je trouve autant de couleurs qu'Ischia d'ailleurs. Elle est magnifique, cette couverture. Elle est vraiment...
Je sais pas si c'est vous qui avez orienté ou si c'est la magnifique équipe. Non, c'est les éditions J'ai lu, honnêtement, qui ont eu ce talent de créer cette couverture que je trouve aussi très réussie. Donc voilà, donc il sort le 22 juin, il sera sur toutes les tables de librairie. Donc je vous engage, amis lecteurs, à aller chercher les deux. Donc allez-y que le 22 juin en fait. Voilà, vous prendrez celui-ci et l'autre. Comme ça, vous aurez deux univers complètement différents et vous allez voyager de façon différente. Une fois dans le monde de l'entreprise et une fois vous allez aller au Maroc. Donc on va poser cette fameuse question à Karen. Quelle est votre recommandation de lecture? Alors, en fait, il y a un livre en particulier qui là aussi, a été un livre choc. Hein, donc, Frédéric, ça aurait pu être aussi la réponse à votre question. C'est Mille petits riens de Jodi Picoult. En fait, c'est un livre qui m'a là encore beaucoup fait réfléchir. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est un roman donc, qui raconte l'histoire d'une sage-femme noire aux États-Unis qui travaille dans une maternité dans un quartier huppé, où du coup, il y a beaucoup de blancs. Bon, je raconte pas, je ne pitche pas tout, mais du coup, il se passe quelque chose. Et cette histoire met la lumière sur le racisme ordinaire. En fait, un espèce de racisme inconscient. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis rendu compte justement de petites choses. Je vous donne juste un exemple, mais les pansements aujourd'hui sont faits couleur de la peau blanche en fait. Et donc ils sont faits pour une peau blanche. Donc bon, je vous donne juste un petit détail, hein, mais du coup, c'est pas du tout une histoire avec des méchants racistes et des gentils pas racistes. C'est pas du tout ça. C'est justement la complexité du sujet. Et c'est, voilà, du début jusqu'à la fin, l'histoire est prenante, profonde. C'est un peu dramatique quand même, mais voilà, j'ai ce livre. Et je vous parle de ce livre aussi parce que j'aime beaucoup les livres qui, au-delà d'une histoire hyper prenante, racontent quelque chose, mettent la lumière sur un sujet en particulier. Et donc, voilà, c'est ce livre-là que j'ai choisi. Donc moi, mon conseil lecture, c'est Cornichon Thérapie. En tout cas, je remercie fortement les éditions J'ai lu et Erol, parce qu'il n'y a pas que les lecteurs qui découvrent des auteurs, il y a aussi les libraires. Moi, j'étais ravie de découvrir votre écriture. Donc j'attends avec impatience le troisième. Pas la pression du tout. Mais, je voudrais vous rajouter que Jodi Picoult est celle qui avait écrit La tristesse de l'éléphant. Tout ça est publié chez Actes Sud et chez Babel. Voilà. Une maison que vous ne voulez absolument pas. Non. Donc voilà, avant de donner le mot de la fin à Karen, nous on se retrouvera le 18 juin à 18h, comme ça au moins c'est précis, 18 juin 18h. J'aurai la lourde tâche d'interroger 10 auteurs pour le festival salon de Carnac, salon à l'air livre, c'est un peu difficile à dire. Et il y avait aussi un message de Vanessa Renollet sur Facebook qui disait que c'était une très belle rencontre et ça donnait très envie d'aller découvrir vos romans. Voilà, donc je vous transmets le message avant d'oublier. Merci et je beaucoup. vous laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Donc, si manger des cornichons favorise la production de sérotonine, donc l'hormone du bonheur, ben, du coup, je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup de cornichons, d'être tous très heureux. Ben merci. En tout cas, je vous souhaite moi une agréable soirée, une bonne écoute à vos romans. Encore un grand merci aux éditions J'ai lu, aux éditions Erol. Merci Frédéric. Et un grand merci à vous Nathalie et Frédéric pour cette invitation. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. C'était partagé. Bonne soirée mesdames et rendez-vous donc le 18 juin à 18h.